Très bien. Voilà, donc je suis Yuri Burati du groupe Angélis. Je suis arrivé moi dans le groupe il y a 4 ans maintenant en tant qu'associé. Aujourd'hui, on va parler de Pinel rénové. En fait, la présentation se fera sur 3 choses. La première, je vais vous expliquer rapidement qui est l'entreprise, pour que vous puissiez la présenter finalement à vos investisseurs. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas quelle est votre connaissance du Pinel rénové optimisé au déficit foncier. Donc, il y aura peut-être des choses qui seront un petit peu redondantes pour certains et je m'en excuse d'avance, mais bon, je suis obligé de reprendre les bases. Et au terme de cette explication sur le Pinel rénové optimisé au déficit foncier, on regardera très rapidement quels sont les différents programmes aujourd'hui existants chez nous, sachant que ce module devrait durer une petite heure et demie maximum en fonction de vos questions. Et l'idée, c'est que chaque vendredi à la même heure, on puisse parler d'un autre sujet pour pouvoir faire le monument historique, la Malraux, etc., etc. Donc voilà un petit peu le programme de ces phénomènes futurs et puis de celui qu'on va faire là tout de suite. Alors, on va essayer de passer à la slide suivante. Voilà. Donc, notre groupe aujourd'hui, il entame sa 21e année d'existence. On travaille en fait en réhabilitation puisque notre métier il est simple et compliqué en même temps. Il consiste à acquérir des immeubles sur tout le territoire, à découper ces immeubles en copropriété, en lots donc commercialisables, ensuite à s'assurer que l'immeuble est éligible à tel ou tel dispositif et on s'assure de cela au travers de garanties fiscales qui sont données par des cabinets d'avocats fiscalistes, notamment le cabinet Rivière qui travaille sur 90% de nos opérations. Et une fois qu'on a donc découpé cet immeuble, qu'on a calculé le montant des travaux nécessaires à la réhabilitation, eh bien, ils sont commercialisés au travers de CGP, puisque moi, je n'ai pas de réseau de vente en interne, hein, vous ne serez jamais en concurrence avec moi-même. Donc, on s'appuie, nous, sur les CGP qui donc commercialisent ces biens-là. Et ensuite, donc, nous passons à la livraison du bien, la rénovation d'abord, bien entendu, et ensuite la livraison. Donc, voilà un petit peu notre métier. Et vous verrez qu'après, on a d'autres activités sur cette entité-là. On est un petit peu plus de 50 collaborateurs aujourd'hui. Pour vous donner une idée des chiffres, en 2020, on a dû faire un peu plus de 182 ou 192 ou 193 lots, parce qu'évidemment, on a été, comme tout le monde, un petit peu impacté par l'indécision due au Covid et par les banques qui ne sont pas très réactives malheureusement. Et là, on a un objectif sur 2021 d'environ 240 lots. En fonction évidemment de la manière dont les choses vont être faites. Alors c'est vrai que par rapport aux acteurs du neuf, les acteurs de l'ancien ont une production qui est bien inférieure à celle du neuf, et puis c'est pas très compliqué à comprendre évidemment puisqu'on s'adresse finalement aux investisseurs qui sont plus ou moins lourdement fiscalisés, donc il y en a moins que d'investisseurs moins fiscalisés qui ont 2 ou 3 000 euros de fiscalité. On a un capital social aujourd'hui de 8 millions et 10 000 euros, totalement indépendant, on ne fait pas partie de réseau bancaire, on n'a pas de fonds de pension qui sont propriétaires de chez nous. Ces 8 millions d'euros de capital social sont entièrement libérés et sont répartis en fonction des différents actionnaires. Depuis qu'on a démarré cette activité, donc on a mené à bien un peu plus maintenant de 150 opérations et on a une politique aujourd'hui de sourcing d'immeubles qui sont principalement dans les grandes villes de France. C'est-à-dire qu'au début de l'activité du groupe, comme son siège social est à Perpignan, on avait plutôt des immeubles qui étaient autour de Perpignan, Béziers, etc. Mais on s'est vite aperçu que finalement, les gens, ils veulent des villes qu'ils parlent. Donc on est sur des villes un peu plus conséquentes aujourd'hui, puisqu'on a des opérations sur Paris, sur Marseille, sur Lyon, sur Lille, Bordeaux, Nice, Nancy, bref, des villes qui sont cohérentes pour un investissement immobilier et permet ainsi de pouvoir satisfaire la demande des clients qui veulent aller non pas dans telle ville mais dans telle autre, mais toujours avec des villes qui sont de bonne facture.
Je vous exposais donc les activités du groupe, notamment la rénovation immobilière. Donc, la rénovation immobilière passe par la recherche foncière. Donc, on a, nous, en interne, à Perpignan notamment, un service qui s'occupe de la recherche foncière. Mais il faut avouer maintenant que depuis 20 ans d'existence, quand il y a des projets qui sont sur le marché, ils nous arrivent, ils nous sont proposés sans pour autant qu'on aille les démarcher. Alors, de temps en temps, on a des pépites, de temps en temps, on a des choses qui ne nous intéressent pas, mais ça fait partie de ce développement de ce service. On a évidemment dans notre activité la distribution, donc la commercialisation. Donc, je vous ai expliqué que c'était uniquement un réseau de CGP qui commercialise chez nous et que nous n'avions pas, nous, de force de vente en interne. Ensuite, bien entendu, gros poste, c'est la rénovation, parce que c'est très bien de vendre, hein, c'est parfait, mais encore faut-il rénover et livrer. Donc, on a au sein de l'entreprise des équipes, non pas des équipes qui tiennent les marteaux, les tournevis, etc., puisque ça, ce sont des entreprises qui sont choisies et qui sont toujours quasiment les mêmes sur tout le territoire, mais on a des équipes en interne qui sont sur les chantiers pour vérifier que les entreprises fonctionnent bien et surtout pour vérifier que le travail est fait correctement, parce que vous verrez que dans la présentation de tous ces dispositifs, nous garantissons le prix des travaux de manière ferme et définitive, quels que soient les aléas de chantier. Et ça, c'est super important parce que ça fait partie d'une des objections que peut avoir le client en disant bah, « moi, j'ai fait rénover ma salle de bain ou que sais-je, ma cuisine, l'artisan m'a dit que ça coûtait 5 000, au final, je m'en suis sorti à 7 000 ou 8 000 euros. Quid d'une rénovation lourde dans un immeuble ?» Eh bien, ce qu'il faut savoir lui répondre, c'est que aujourd'hui, avec le recul que l'on a, le périmètre d'erreur sur l'estimation que l'on a pu faire, il est relativement faible. Il n'est pas inexistant, il est relativement faible. Et donc, ce qui nous permet de pouvoir garantir le marché travaux de manière ferme et définitive. Donc, si monsieur le client achète 145 000 euros de travaux, il aura au final 145 000 euros de travaux, quels que soient les aléas de chantier. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque nous faisons l'estimation des travaux, vous comprendrez bien qu'on ne démonte pas l'immeuble pierre par pierre. Donc, il se peut qu'effectivement, on puisse trouver une difficulté dans la rénovation, mais dans ce cas-là, ça devient notre problème, puisque contractuellement, le client s'est engagé pour le marché travaux qu'il a signé. On propose pour finaliser toute cette partie rénovation au travers de notre département Angélis Limo, eh bien, comme son nom l'indique, la gestion locative avec vacances locatives, loyers impayés, dégradation, bref, les mêmes prestations que pourrait faire une agence immobilière. Et donc, on propose ça parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'en occuper. Après, si la personne veut faire avec sa propre agence immobilière du coin, moi, je n'ai pas de débat là-dessus. L'idée, c'est que le service soit rendu au client de manière correcte. On a deux autres activités pour finir dans le groupe. Une seconde qui s'appelle donc Angélis Resort, qui fait de la gestion hôtelière. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, au catalogue, nous avons des hôtels à vendre. En fait, on achète des hôtels à des exploitants qui sont en fin de vie professionnelle, qui n'ont plus forcément l'envie ni les sous pour remettre l'hôtel aux normes, etc. Donc, le fait d'acheter ces hôtels et de les revendre procure un avantage fiscal aux clients acquéreurs d'une chambre d'hôtel avec ses parties communes, bien entendu. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, comme on garantit par bail commercial un rendement locatif, il faut que nous, derrière, on puisse remplir. Or, exploiter un hôtel en tant que tel, ce n'est pas très compliqué, il suffit d'embaucher le personnel. En revanche, le remplir, c'est plus compliqué. Donc, ça veut dire que nous, dans l'ADN du groupe, on n'est pas hôtelier, on n'a pas un réseau qui nous permet d'aller chercher des clients qui veulent aller louer les chambres d'hôtel. Donc, on passe évidemment sous forme de franchise. On travaille avec Best Western, on travaille avec le groupe Choice, qui est un groupe américain, qui nous permet d'accéder finalement à leur centrale de réservation pour pouvoir remplir les hôtels. Alors, je vous avoue sincèrement qu'en ce moment, et j'espère que c'est la fin, on souffre un petit peu, hein, puisque voilà, le Covid oblige. Mais bon, l'activité hôtelière va repartir. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette filiale qui s'appelle Angélis Resort. Et enfin, dernière société qui, elle, est toute jeune, puisque on a obtenu des agréments fin 2020. Donc, nous sommes également société de gestion de portefeuille. Alors ça a un sens, notamment dans la présentation qu'on peut en faire aux clients sur le groupe, c'est-à-dire que nous avons obtenu l'agrément de l'AMF pour être société de gestion de portefeuille, donc pour être fabricant de SCPI, collecter des fonds sous forme d'appel public et pouvoir après acheter des immeubles et donner la rentabilité adéquate aux différents investisseurs. Donc moi, je me sers beaucoup de cette partie-là, même si ce n'est pas ma spécialité, pour
expliquer aux gens que le groupe, forcément, s'il a eu un agrément de l'AMF, ça suppose que la qualité de ses dirigeants, l'honnêteté de ses dirigeants a été vérifiée, bien entendu, et puis également toute la partie comptable, sécurité, etc., bonne gestion d'entreprise a été évidemment vérifiée. Et je puis vous dire que c'était 24 mois d'un travail titanesque, parce que pour obtenir un agrément de l'AMF, il faut vraiment montrer plus que patte blanche, mais c'était intéressant, mais très chronophage. Donc voilà les différentes activités du groupe qui nous permettent de pouvoir avancer correctement. Ensuite, j'insiste assez souvent sur les services qu'on peut vous apporter, puisque bien entendu, pour la majorité des gens, les gens sont spécialisés dans le neuf. Dès qu'on aborde l'ancien, c'est un peu plus compliqué, ce qui est normal, hein, puisque évidemment, quand on ne pratique pas ou peu, c'est plus compliqué. Mais donc, moi, je suis là avec mes équipes pour pouvoir vous aider au maximum. Donc, évidemment, on a un service dédié qui est le site Angelis Group. Alors, il est en train d'être refait. Ça fait un petit bout de temps que je dis ça, mais on est presque en train de le finaliser pour qu'il soit bien plus intuitif qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un site qui ne fonctionne pas comme je le souhaite, qui n'est pas intuitif comme je le souhaite. Donc, on va essayer de finaliser tout cela avant la fin de l'année pour que vous ayez un outil qui soit vraiment sympa avec des analyses, avec quand vous aurez un lot, eh bien, on vous expliquera où sont les écoles, vous pourrez sélectionner tout un tas de choses et ça va être plutôt intéressant. Ensuite, dans les possibilités qui vous sont offertes, moi, j'ai un outil qui est un simulateur qui est dédié. Alors, vous avez certainement ou Top Invest ou Big ou que sais-je, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des simulations, sachez que je peux faire pour votre compte les simulations avec mon outil dédié. J'aime bien travailler avec un avis d'imposition parce que, ma foi, c'est plus correct. Ça suppose que le client est moteur puisqu'il vous dévoile un peu plus ses chiffres. Et puis, pour moi, c'est plus précis pour faire un avis d'imposition. Et pour ceux vraiment qui démarrent dans cette activité d'anciens, je vous ferai des réponses. Alors, normalement, c'est le jour pour le jour, sauf peut-être en fin d'année où c'est un petit peu plus compliqué, mais très rapidement, puisque vous en avez besoin, vous, rapidement pour vos clients. Et je vous fais une réponse circonstanciée, c'est-à-dire que j'explique dans la réponse que je peux vous faire pourquoi on a choisi tel dispositif plutôt que tel autre, en fonction des tranches marginales d'imposition, en fonction d'un éventuel bénéfice foncier existant. Bref, j'essaie d'expliquer tout cela. Je vous fais la simulation. Quand c'est utile, je vous fais la simulation avec le passage en meublé pour essayer de faire en sorte d'économiser la fiscalité liée aux futurs bénéfices fonciers. Bref, j'essaie de faire un travail qui soit correct et qui vous permette, vous, après, en clientèle, de justifier pourquoi vous avez choisi tel ou tel dispositif et pas juste de dire c'est la ville que vous vouliez et c'est un T2 que vous vouliez. Là, ça permet vraiment de mettre les clients dans une espèce de cercle vertueux pour qu'ils comprennent qu'effectivement, face à eux, ils ont des gens qui savent de quoi ils parlent. La plus grande objection dans toutes ces opérations de rénovation immobilière, quel que soit le dispositif, c'est bien entendu le prix. Les gens, en fait, vous expliquez qu'il y a tel avantage fiscal, tout le monde est très content et très motivé. Et après, quand on amène le projet où le prix facial est bien sûr plus élevé que ce qui existe en face, le client va aller sur Se Loger, Le Bon Coin ou que sais-je, ou Meilleur Agent, et il va comparer un projet de rénovation immobilière avec l'appartement en face, et il va vous dire, mon Dieu, comment vous justifiez-vous que ça soit 30 ou 40% plus cher? Eh bien, ça, c'est une analyse qui est à faire quant au prix, puisqu'on ne peut pas comparer un produit que l'on rénove entièrement. Quand je parle de rénovation lourde, on fait les façades, les toitures, les ouvertures, le gros œuvre, le second œuvre, les parties communes, les parties privatives. Dans le prix, il y a également les frais d'architecte, les frais de garantie fiscale, la dommage ouvrage, la décennale et la biennale. Donc, on ne peut pas, monsieur le client, comparer le bien que vous avez trouvé en face et qui est mis dans l'annonce rénové, qui est en réalité ce bien-là, le propriétaire vendeur a fait un coup de peinture, a peut-être changé la salle de bain et refait un coup sur la cuisine. On ne peut pas comparer le prix que vous avez là-bas en face avec notre coût. Maintenant, il faut bien entendu que vous achetiez à un prix qui soit correct. Donc, il est indispensable dans ces opérations-là de comptabiliser l'avantage fiscal pour pouvoir arriver à un prix de revient. Et ce prix de revient-là, en fait, moi, je le compare dans mon analyse
de prix au guide des valeurs vénales, qui me semble être le bouquin le plus précis possible. Et notamment, c'est un bouquin qui répertorie toutes les ventes de l'année N-1 sur tout le territoire français et qui est utilisé par les notaires pour corroborer leurs estimations d'IFI, leurs estimations en termes de droits de succession, etc. Donc, je pense qu'un chiffre précis en immobilier, ça n'existe pas, bien sûr, hein, vous le savez bien. Par contre, s'approcher de la vérité, avoir ce guide des valeurs vénales qui n'est pas la mouche que l'on peut trouver sur Internet, me paraît être bien plus cohérent. Donc, analyse de prix sont à votre disposition. Je les fais pour votre compte, concomitamment aux simulations, pour que vous ayez, vous, un dossier complet et pouvoir être armé quant aux objections que vous pourrez rencontrer. Ensuite, bien sûr, je peux me rendre disponible pour vous aider en rendez-vous, pour ceux qui démarrent, en présentiel quand bien entendu la crise Covid sera passée, mais surtout maintenant en Zoom, et ça se fait très bien finalement, où je partage des documents, bref, comme je suis en train de faire maintenant. Et vous, ça vous permet de pouvoir valoriser votre client en disant, voilà, il y a une personne du groupe qui peut intervenir, vous expliquer un petit peu qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Et je trouve que, ayant fait pas mal de rendez-vous par Zoom, ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire. Alors, je ne dis pas qu'on fait du 100%, hein, évidemment. Hein. Il y a des gens qui sont câblés de manière où ils ne feront jamais d'investissement, mais ça, on le sait bien. Mais au moins, voilà, ceux qui sont dans la course, bah, ça leur permet d'accélérer leur raisonnement et d'aller un petit peu plus vite. Et enfin, quand cette fameuse crise Covid sera finie, on peut faire des rendez-vous, des réunions clients. J'en ai fait un certain nombre. Et vraiment, dans 100% des cas, au terme de ces réunions clients, vous avez une signature. Alors, c'est vrai qu'il faut l'organiser, c'est compliqué. Les gens disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas. Il faut faire un petit peu de surbooking. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là et qu'on a face à nous quelques couples de clients investisseurs, je peux vous dire que si vous faites une espèce de mini-soirée, que sais-je, en invitant par exemple un assureur qui parle de son métier et en invitant un opérateur qui parle de son métier de rénovation immobilière, ça peut avoir vraiment du sens. Donc voilà ce que je peux moi vous faire, et puis peut-être d'autres idées que vous auriez vous. Dans ce cas-là, on en discute bien entendu. L'objectif, hein, moi je suis parfaitement conscient qu'on est sur le même navire et qu'on doit absolument ramer dans le même sens. Moi j'ai des produits que je fabrique, vous avez des clients qui sont en recherche, il faut mettre tous ces gens-là en corrélation, ramer dans le même sens et puis avancer. L'objectif, c'est que chacune de nos entités puisse faire du chiffre d'affaires. Quand on parle d'investissement dans l'ancien, dans la majorité des cas, ces investissements permettent un avantage fiscal dès l'exercice de l'acquisition et non pas à la DAT de l'immeuble comme on peut le faire dans du Pinel neuf. Donc ça peut avoir du sens pour les gens qui ont toujours cette habitude d'attendre la livraison d'un bien pour avoir leur avantage fiscal. Et puis, dans ce que l'on peut apporter comme garantie, on a donc, je vous l'avais exprimé, les prix fixes et forfaitaires sur, bien sûr, le foncier, ça va de soi, mais notamment sur les travaux. On propose, quand on fait des montages en vire, et on verra après ce que c'est que la vire éventuellement, la vente d'immeubles rénovés, on propose une GFA, une garantie de parfait achèvement, et sur toutes nos opérations, quelles qu'elles soient, vous avez une décennale, une dommage ouvrage et une biennale. Donc, vous avez les mêmes garanties dans l'ancien que celles que vous pourriez avoir dans le neuf, sauf que je pense que l'ancien a cet avantage certain sur le neuf, c'est son emplacement, hein, puisque moi, je n'ai pas besoin de terrain pour fabriquer, contrairement à un promoteur qui a besoin de terrain. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher en première couronne ou en seconde couronne un terrain, puisqu'il ne pourra pas acheter dans un centre-ville un immeuble qu'il devra casser et déconstruire pour reconstruire son immeuble neuf. Dans le bilan de son opération, ça ne passe pas. Donc, c'est un des avantages qu'on peut avoir dans l'ancien, c'est cette notion d'emplacement. Et on le sait tous, hein, l'immobilier, c'est 3 règles, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Après, la partie fiscale, c'est très bien, mais vraiment, c'est l'emplacement qui prime. Donc, vous avez enfin dans les garanties qui vous sont proposées également la garantie fiscale et juridique. Donc, je vous disais qu'on travaille principalement avec le cabinet d'avocats fiscalistes. Pardon. Et puis, si vous confiez, donc, si votre client confie la gestion locative chez nous, on garantit la première mise en location, puisqu'on sait pertinemment que des immeubles placés en centre-ville, dans des villes qui ont une tension locative assez importante, ce n'est pas très compliqué à louer.
Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles beaucoup d'investisseurs se tournent sur l'ancien et on va voir un petit peu plus tard ce que c'est que ce Pinel rénové optimisé au déficit foncier. Alors, je suis obligé de faire un petit aparté sur le déficit foncier puisqu'on va parler de Pinel optimisé au déficit foncier. En fait, une opération en déficit foncier, pour être très synthétique, c'est la chose suivante. Un client qui a 1 ou 2 appartements en location va donc tirer des revenus locatifs. Moi, c'est ce que j'appelle le chiffre d'affaires de son activité. Face à ce chiffre d'affaires, comme vous en tant qu'indépendant, vous avez des charges. Eh bien, les charges copropriétaires, c'est sa taxe foncière, les intérêts bancaires, bref, toutes les charges, les petites réparations qu'il peut faire. Et à partir du moment où les loyers sont supérieurs aux charges, on est à ce moment-là dans l'hypothèse d'un bénéfice foncier. Donc, vous avez d'un côté dans le CERFA qui s'appelle la 2044, qui est la déclaration des revenus fonciers, vous avez d'un côté les revenus locatifs, et puis vous avez de l'autre côté les charges locatives, intérêts, charges de copro, frais de gestion locative. Et puis, en fonction de l'importance de l'un ou de l'autre, eh bien, on a soit du bénéfice foncier, soit du déficit foncier. Si on a du bénéfice foncier, c'est que les loyers sont supérieurs aux charges. Et dans ce cas-là, ce bénéfice foncier, eh bien, c'est lui qui va aller impacter le revenu global de votre client. Donc, il va subir la tranche marginale d'imposition de votre client. Et comme si ça ne suffisait pas, il sera également soumis aux prélèvements sociaux, le fameux CSG-RDS, pour une valeur de 17,2. Donc, comprenez une chose, c'est quand quelqu'un vous annonce qu'il a 10 000 € de bénéfice foncier, pas 10 000 € de loyer, parce que bien souvent en rendez-vous, quand on demande les revenus locatifs, le client fait j'ai un appartement où je perçois 1 000 €, donc j'ai 12 000 € de revenus locatifs. Mais ce n'est pas les revenus locatifs qui nous intéressent, c'est le résultat de la 2044, c'est vraiment le bénéfice foncier taxable. Bref. Donc, si ce bénéfice foncier, dans mon exemple, est par exemple de 10 000 € et que votre client a une TMI, une tranche marginale d'imposition à 30%, la taxation sur ces 10 000 €, eh bien, ça sera 30% de 10 000, 3 000 € et 17,2% de 10 000, 1 720 €. Donc, sur 10 000 € de bénéfice foncier, il y aura 4 720 € de taxation. Donc, c'est pour ça qu'une opération en déficit foncier, que je vais vous expliquer là juste après, permet d'aller économiser avec des effets de levier très importants qui sont la tranche marginale d'imposition et également la CSG et le RDS. Donc, si je reprends mon exemple où le résultat de ma 2044 est de 10 000 € et que je dis à mon client, monsieur, rachetez un appartement dans lequel vous allez faire des travaux de rénovation pour pouvoir mettre en charge ces travaux sur votre 2044, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir passer une écriture dans la 2044 des travaux de rénovation et évidemment, si ces travaux sont l'équivalent du bénéfice, on aura écrasé la totalité du bénéfice foncier. Dans ce cas-là, on aura économisé le montant des travaux fois la tranche marginale d'imposition, plus le montant des travaux fois les charges sociales, les fameux 17,2. Donc l'effet de levier est conséquent. Et si toutefois, et ça c'est super important pour ce qu'on va voir tout à l'heure, le Pinel optimisé au déficit foncier, si toutefois cette charge de travaux elle est supérieure au bénéfice foncier existant, il y a donc un solde. Imaginez, votre client, toujours dans mon exemple, a 10 000 € de bénéfice foncier, on lui fait décaisser le premier exercice de son acquisition, mettons 50 000 € de travaux, donc il aura utilisé fiscalement 10 000 € pour venir écraser son bénéfice foncier taxable, il va lui rester 40 000 € de poche de déficit qui n'a pas été utilisé fiscalement, et bien de ces 40 000 € et de manière automatique sans qu'on ait rien à faire, il y a un plafond maximal de 10 700 € qui va venir en déduction de son revenu global. Ça veut dire qu'il va avoir 40 000 restants utilisant 10 700. Donc, grosso modo, il va avoir 30 000 € de poche de déficit qui va subsister et ensuite, cette poche de déficit, elle est reportable pendant 10 ans. Voilà le principe du déficit foncier. Et j'insiste bien sur ces fameux 10 700 € parce que lorsqu'on va faire une Pinel rénovée optimisée au déficit foncier, il y a des gens que vous allez rencontrer qui n'ont pas de bénéfice foncier. Eh ben, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Parce que cette capacité, vous allez le voir, de pouvoir déduire 10 700 € du revenu imposable en fonction de la quantité de travaux que l'on a versés, et ceci de manière automatique, permet à l'acquéreur, et c'est un des gros avantages du Pinel ancien optimisé au déficit foncier,
foncier, c'est d'avoir un avantage fiscal immédiatement dès l'exercice en cours de l'acquisition, sans attendre pour autant la DAT de l'immeuble. Donc, voilà un petit peu le principe du déficit foncier. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, que cette chose-là soit bien comprise, parce qu'après, sur des exemples chiffrés, il faut vraiment que vous puissiez maîtriser l'articulation. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, C'est je pense parfait, que ça ça. va. Oui? Tout va bien. Ok, super. Alors, je continue donc là-dessus, sur le Pinel rénové et quels sont les avantages et les inconvénients. Le premier avantage, on l'a évoqué précédemment, c'est évidemment l'emplacement, puisque lorsque nous achetons nous des immeubles, ils sont principalement situés en centre-ville, contrairement aux Pinel neufs qui sont plutôt situés en première ou seconde couronne. Donc ça, c'est le premier avantage à mon sens. Le deuxième avantage du Pinel rénové en ASL, je parle de Pinel rénové en ASL, alors je vous donnerai un tout petit laïus sur l'ASL et la VIR, mais tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est du Pinel ASL principalement. C'est une façon de monter l'opération qui est un petit peu différente. Bref, les frais de notaire, eux, ne sont assis que sur la valeur du foncier. Donc, on n'a pas des frais de notaire sur l'intégralité de l'opération. Alors, vous avez sans doute cette remarque qui vous vient en tête. Les frais de notaire sont des frais de notaire dans l'ancien, entre 7,5 et 8, c'est vrai. Et donc, en fonction de la proportion de travaux fonciers, ça peut être équivalent du neuf ou inférieur au neuf, puisque neuf, on est entre 2 et 3 sur la valeur complète, alors que là, on est entre 7 et 8. Et si vous avez une opération où il y a, je ne sais pas, 90% de travaux, 80% de travaux, 70% de travaux, eh bien, vous n'aurez une fiscalité à 7 que sur 30% de la valeur du bien. Donc, des fois, ça peut avoir du sens. Et puis, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que bien souvent, quand on regarde le stock du neuf qui existe sur le territoire, bien souvent, vous n'avez pas des grandes villes et vous n'avez pas des centres-villes. Alors, pour la raison qu'on a exposée précédemment, mais il y a une autre raison sous-jacente que les promoteurs ne peuvent pas passer outre, c'est qu'ils doivent vendre leurs biens avec un prix plafond de 5 500 € du mètre. Donc, comprenez, quand on va sur une ville comme Bordeaux, et même si le promoteur arrivait à trouver un terrain en Bordeaux-Centre et qu'il faille construire un immeuble en Bordeaux-Centre sur un terrain, il dépasserait fatalement les 5 500 € du mètre. Donc, vous auriez, vous, en proposition, des opérations qui dépassent 5 500 € du mètre. Alors, les gens peuvent l'acheter en Pinel, ce n'est pas le débat, mais une partie de l'investissement ne serait pas éligible au dispositif. Alors que dans l'ancien, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le bilan de l'opération nécessite qu'on ait un prix de sortie supérieur à 5 500 € du mètre, eh bien cette quote-part qui est supérieure à 5 500 € du mètre, c'est elle qui va venir impacter ma fameuse 2044, mes fameux bénéfices fonciers qu'on a vus précédemment. Donc, ça permet d'avoir sur Bordeaux-Centre, sur, je ne sais pas, Paris, si on avait des immeubles éligibles en Pinel rénovés sur Paris, d'avoir ce genre de propositions sans pour autant que l'intégralité de l'enveloppe ne soit pas utilisée fiscalement. Donc, ça, c'est super important. Et donc, le fait d'avoir cette proportion de travaux que l'on peut charger sur une 2044 permet d'avoir cet avantage fiscal immédiat et non pas à attendre la livraison. Donc, monsieur le client, si vous faites un Pinel rénové sur la ville de Marseille, sur la ville de Nancy, que sais-je, eh bien, dès l'exercice 2021, vous n'avez pas de bénéfice foncier, ce n'est pas très grave, vous pourrez déduire de votre revenu imposable 10 700 €. Monsieur le client, vous êtes à une tranche à 30%, 30% de 10 700 €, cela fait 3 200 et quelques euros de réduction d'impôt. Donc, dès l'exercice 2021, vous allez pouvoir avoir un gain fiscal de 3 240 €. Ceci pendant la fabrication de l'immeuble, à partir du moment où vous décaissez vos fonds de travaux, et à la livraison de l'immeuble, la DAT de l'immeuble, la date d'achèvement des travaux de l'immeuble, eh bien, vous aurez le dispositif Pinel qui prendra le relais. Donc ça, je trouve ça très pertinent pour cette raison-là. Et puis pour une autre raison, c'est que bien souvent, quand on va voir des clients, ils ont vu 1, 2, 3, je ne sais pas, X CGP qui leur ont quasiment tous statistiquement proposé du Pinel. Donc le client, il est un petit peu saoulé d'avoir de nouveau une proposition en Pinel neuf. Alors que si dans le discours, bien sûr en fonction de l'imposition qu'il a et qu'il soit éligible au Pinel et qu'il ne soit pas quelqu'un qui ait 200 000 € d'impôt, dans ce cas-là, le Pinel, ça ne l'intéressera pas. Mais à supposer que le client soit éligible au Pinel, peut-être lui dire, monsieur, on a dû vous proposer beaucoup d'opérations en Pinel neuf. Connaissez-vous le Pinel ancien, rénové, optimisé au déficit foncier? Eh bien, je peux vous dire que dans 98% des cas, les gens ne connaissent pas. Et dans ce cas-là, vous avez l'oreille du client,
c'est pas n'importe quoi, et vous passez devant le collègue qui a proposé évidemment du Pinel neuf, puisqu'il y a un produit qui est complètement différent, avec un avantage fiscal qui est plus important que le Pinel neuf. Les conditions à respecter sur ce Pinel ancien, rénové, optimisé au déficit foncier, c'est les mêmes conditions que le neuf. C'est-à-dire que Sylvia Pinel, lorsque elle a fait son dispositif Pinel à l'époque, elle a donc eu la volonté de créer du logement sur la périphérie des villes. Et puis, dans son dispositif, elle a également la volonté de permettre aux investisseurs de faire rénover des immeubles qui sont dans les centres-villes, puisqu'il y a pas mal d'immeubles qui sont à rénover. Et en fait, sa condition pour ces immeubles anciens, c'est de redonner ce qu'on appelle les critères de décence à un immeuble. Autrement dit, un immeuble dans un centre-ville qui n'est plus habitable parce qu'il n'est pas aux normes phoniques, thermiques, c'est une passoire à tous les points de vue, eh bien, le fait de pouvoir rénover ce bien-là et de lui redonner ses critères de décence permet de disposer de l'avantage Pinel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi sur le marché vous trouvez peu d'opérateurs qui font du Pinel ancien? Pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est assez complexe à mettre en place, puisque nous devons faire des constats d'huissier au démarrage de l'opération permettant de dire à l'administration fiscale oui, l'immeuble n'avait pas ses critères de décence. Ensuite, faire tous les travaux avec tout ce que nous impose l'administration, et je vous en passe parce qu'il y a vraiment un paquet. Et ensuite, à la fin, une fois qu'on livre, refaire un constat d'huissier permettant de dire à l'administration, voyez-vous, on a bien la norme comme ceci, on a bien la norme comme cela, et donc on est bien éligible à ce dispositif. Donc voilà pourquoi il n'y a pas une offre qui est très importante, mais pour autant, je pense que pour les clients non avertis, ça peut vraiment avoir du sens parce que c'est, à mon sens, plus intéressant. Et dernière chose, le Pinel ancien doit permettre de rénover un immeuble entier. C'est-à-dire que si votre client vous dit bah, « moi, très bien, merci du conseil, monsieur, je vais aller m'acheter un appartement, puis je vais le rénover, et dans ce cas-là, je vais pouvoir faire du Pinel ». La réponse est non, puisque comme dans beaucoup d'opérations, c'est l'immeuble ancien qui doit être rénové. Ce qui n'est pas le cas de ce qu'on appelle le dispositif de Normandie. Alors, je n'y viendrai pas aujourd'hui. Julien de Normandie a fait un dispositif qui est équivalent au Pinel quant à ses avantages et ses contraintes, si ce n'est que le client peut aller acheter un immeuble et puis faire son opération tout seul en de Normandie, à condition qu'il y ait au minimum 25% de la valeur des travaux sur l'enveloppe globale. Mais sur le Pinel ancien, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi on doit avoir une de Normandie sur notre catalogue? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas très friand du de Normandie? C'est parce que la cible des villes, les 274 ou les 294 villes éligibles au de Normandie, c'est des villes dites en devenir. Or, notre politique, vous l'avez compris au début, quand je vous exposais qu'au début, on était sur des petites villes, là, on est plutôt sur une politique d'aller sur des villes un peu plus importantes, donc qui ne sont pas éligibles de Normandie. Et juste pour la petite anecdote, ce qui est assez amusant, souvenez-vous en 2018 ou en 2019, quand les deux immeubles marseillais se sont écroulés faute d'entretien, eh bien, comme par hasard, Julien de Normandie, quelques mois après, a sorti sa loi de Normandie pour permettre aux clients de pouvoir rénover des immeubles centre-ville. Mais ça n'a pas pris pour les raisons que je vous indique, c'est que principalement, c'est des villes en devenir. Avec les clients, les villes en devenir, c'est plus compliqué dans leur tête à accepter. Donc voilà un petit peu les avantages du Pinel ancien optimisé. Yuri, je peux vous couper? Oui, bien sûr. Je suis désolé parce que c'est très bien, vous bien partir, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, c'est très important, être sûr d'avoir bien compris. Donc, investissement année N, début des travaux, donc déduction des travaux de l'année N, dans une limite de 10 700 € ou les travaux peuvent être supérieurs à cette poche? Ils peuvent être supérieurs. C'est-à-dire que, imaginez, je ne sais pas, j'ai une opération où il y a un lot qui fait 200 000 €. Oui. D'accord. Sur ces 200 000 €, j'ai 50 000 € de foncier et 150 000 € de travaux. D'accord. Sur l'état des stocks, vous aurez la répartition, c'est-à-dire que vous aurez l'enveloppe Pinel constituée de la totalité du foncier, logique. L'enveloppe travaux éligibles au Pinel, mettons pour 100 000 €, donc vous aurez 150 000 € d'enveloppe Pinel, et le solde des 50 000, ça sera cette enveloppe-là qui va aller impacter la 2044. D'accord. Donc en fait, c'est foncier plus grosso modo 80% de l'enveloppe travaux nécessaire à la rénovation qui constitue la base Pinel. D'accord. Et 20% des travaux, c'est à peu près la moyenne, qui peut être optimisé au déficit foncier. D'accord.
Donc, imaginons, d'accord, donc si on fait 20% de 50 000 euros, est-ce que c'est réparti d'une manière équitable jusqu'à la date de livraison? Imaginons 36 mois, donc 3 ans. Enfin, c'est quoi la moyenne? C'est 36 mois, 24 mois? Oui, c'est 24. 24, bon. Donc, imaginons 24 mois, 50 K. Bon, imaginons qu'il y ait, Imaginez, 20 K. Voilà, imaginons qu'il y ait 20 KED. Oui, imaginez qu'il y ait 50 000 euros de travaux éligibles au déficit foncier. D'accord? On est en 2021, fin 2021. On dit aux clients, vous ne décaissez que 10 700 sur votre 2044. D'accord? Donc 50 000 moins 10 700, il va donc rester, mettons, 40 000, on ne va pas faire les virgules. Et l'année 2022, qui est donc la première année, hein, puisqu'on a pas mis un exercice, on va lui faire redécaisser que 10 700. d'accord. Et la troisième et dernière année, on va lui faire décaisser le sol, les 30 000. Sur ces 30 000, il y aura 10 700 qui va revenir sur le revenu global et les 20 000 qui vont rester, eux, seront reportables sur les futurs bénéfices fonciers existants Pendant 10 ans. de son opération. D'accord. OK. OK. Donc, on est, quoi qu'il arrive, dans une limite de 10 700 euros l'année N, l'année N plus 1. Oui. Et ensuite, le sol qui sera reportable pendant 10 ans sur les bénéfices fonciers qui seront réalisés par l'opération Pinel. C'est bien ça? Oui, en prenant soin que quand on paye le sol, les 30 000 dans mon exemple qui restait, il y a néanmoins quand même 10 700 qui remontent sur le revenu global. D'accord. Hein, puisque, souvenez-vous, quelqu'un qui a zéro de bénéfice foncier, s'il décaisse one shot 20 000 euros, oui, il aura 10 700 euros qui automatiquement vont venir comprimer son revenu imposable. oui, Et les 9 700 euros qui restent, eux, sont reportables. oui, d'accord. D'accord? C'est ça la mécanique. OK. Et donc, nous, on dit aux clients, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que le report du déficit démarre le plus tard possible, puisque les 10 ans, ça doit démarrer le plus tard possible, pour aller contrecarrer les loyers de l'opération. Bien Donc, sûr. c'est pour ça qu'on leur dit, première année, vous ne baissez que 10 700 euros, parce qu'on sait qu'il n'y a que ça qui va être utilisé. On ne va pas gaspiller des sous de travaux pour un report, puisqu'on pourrait le faire 3 ans après. Bien sûr. D'accord? Donc 10 700, 10 700, le solde à la fin, et du solde parce qu'on a l'obligation, puisqu'on livre, il faut bien qu'on paye les travaux, hein, logique. Et bien de ces soldes-là, il y a toujours 10 700 qui vont venir en déduction sur le revenu global, et ce qui va rester, ce qui n'est pas consommé, ça sera reporté pendant 10 ans. D'accord, ok. Et si on rajoute les frais de garantie, les intérêts d'emprunt et les frais d'ingénierie, bien sûr, bien sûr. Ça fait qu'on peut gommer pendant 6-7 ans tous les revenus, en fait. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que quand je dis 10 000, quand je dis les travaux sont reportables pendant 10 ans, bien entendu, on prend en charge les intérêts bancaires, la taxe foncière, enfin, tout ce qui constitue une 2044. D'accord, ok. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, il est possible d'avoir quelque part aucun bénéfice foncier pendant 9 ans? Oui, ça dépend de la quantité de travaux qui sont en poche reportables, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors ça, dans les simulations que moi je propose, j'ai un tableau extrêmement simple d'analyse de flux de trésorerie et on voit précisément à partir de quelle année l'opération régénère de l'impôt. Et dans ce cas-là, on explique aux gens, voyez-vous, à partir de l'année, je ne sais pas, N plus 10 ou N plus 7, j'en sais rien, l'opération régénère de l'impôt. Si vous êtes en Pinel, vous avez une obligation minimale de 6 ans. Donc, effectivement, à partir de la 7e année, vous pouvez switcher en meublé, mais vous n'aurez plus l'avantage fiscal Pinel, puisque vous avez changé de catégorie de revenus, vous êtes devenu en revenu PIC. Par contre, si vous voulez attendre 9 ans pour avoir encore un petit peu de réduction, la fiscalité liée au loyer, elle est telle, et vous pouvez basculer après. Dans tous les dispositifs, et ça c'est super important, quels qu'ils soient, Pinel 9 compris, on peut, à partir du moment où on a respecté les obligations de durée de location, etc., liées au dispositif sur lequel on se positionne, on peut switcher en meublé. Alors, l'intérêt de switcher en meublé, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cela, c'est que ça permet de changer de catégorie de revenus. On n'est plus sur des revenus fonciers, on est sur des revenus PIC. Et notamment, si on coche ce qu'on appelle l'option réelle, ça vous permet d'amortir la valeur du bien qui vient en charge face au loyer. Alors, c'est important puisque ça permet de défiscaliser l'intégralité des loyers et ceci pendant plus de 20 ans. Alors, pourquoi on vient en charge cet amortissement? C'est l'option réelle qui le permet. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on calcule, le comptable calcule la valeur de l'immeuble hors terrain et l'amortit sur 20 ou 25 ans, mais ce n'est pas une charge que l'on paye, c'est une écriture comptable. Quand vous aviez la 2044 que j'ai vue précédemment et que je fais apparaître les travaux, ça, c'est payé par le client.
En revanche, sur de l'amortissement en BIC, en loueur en meublé non professionnel, c'est juste une écriture comptable. Et pour autant, ça a le même effet de levier. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, regardez l'opération régénère de l'impôt, à partir de telle date, vous allez switcher en meublé, ça vous oblige bien sûr à acheter la table, la chaise, enfin toute la liste qu'il y a sur impôt.gouv, de switcher de catégorie. On n'est pas sur du loueur en meublé Airbnb, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. C'est de la location principale du locataire avec un bail classique, mais on change de catégorie de revenus. Et ça permet de louer un petit peu plus cher, et puis surtout, ça permet de ne pas payer de CSG, et ça permet de ne pas payer d'impôts. Oui. Voilà. Non, mais cette question se pose en effet pour les Pinel, pour les monuments historiques. Alors, juste, je vous laisse continuer, mais pour bien comprendre, comment se calcule la valeur Pinel détaxable sur l'IR au départ? Parce que ça, je n'ai pas très bien compris votre méthode de calcul. Alors, ça c'est le cabinet d'avocat fiscaliste qui le fait. D'accord. En fait, il fait ça de manière très simple. Il regarde la surface du bien, Oui. il la multiplie par 5 500 € du mètre. D'accord. Ça lui fait son enveloppe Pinel Max. Et tout ce qui dépasse, il le met sur le déficit foncier si les travaux en question sont éligibles au déficit foncier. Hein, je vous prends un exemple. Si dans la rénovation, on a décidé de créer, je ne sais pas quoi, une ouverture pour avoir de la lumière, eh bien, il va calculer évidemment 5 500 € fois la surface, ça lui fait son enveloppe Pinel. Et ensuite, dans ce qui lui reste de travaux, il va retirer le prix des travaux nécessaires à la création de quelque chose, puis ce n'est pas des travaux de rénovation, c'est de la création. Donc, vous aurez une petite partie toute petite qui ne sera pas éligible et le reste sera éligible au déficit foncier. Mais ça, vous l'avez sur l'état des stocks. Ce n'est même pas la peine de vous prendre la tête, c'est fait automatiquement pour vous. Yuri, Oui. Éric Jarrier, Cheval Blanc Patrimoine. Oui. Je reviens sur l'imputation des 10 700 sur le revenu global. Oui. On prend le cas d'un client qui a des revenus, on a une TMI à peu près à 30%, mais il a aussi 10 000 € de revenus fonciers. Donc, on est bien d'accord que de toute façon, je parle de revenus fonciers positifs, hein, voilà, de bénéfices. Donc, en l'occurrence, sur une personne comme ça, bon, si on a 50 000 € de déductibilité dans le cas du déficit foncier, on aura plus intérêt à déduire 20 700. Bien sûr. Ah, mais voilà, non, je voulais qu'on soit bien d'accord, parce que de toute façon, on est bien d'accord que les revenus fonciers sont en haut d'avis d'imposition, donc c'est les premiers impactés. Et voilà, donc dans le calcul et dans la simulation, il est important de prendre en compte ces deux paramètres. Bien sûr. Alors, vous avez raison, Eric, hein, pour tous les autres. Évidemment, quelqu'un qui a 5, 6, 7, 8, 10 000 € de bénéfices fonciers, l'effet de levier sera d'autant plus important, puisque lorsqu'on va décaisser notre part de travaux, on va en premier lieu venir impacter son bénéfice foncier. Donc, on va en économiser la tranche plus les 17,2. D'accord. Et s'il reste encore des sous fiscalement qui n'ont pas été utilisés de manière automatique, il y a 10 700 qui reviennent sur le revenu global. D'accord. Et ensuite, s'il reste encore des sous non utilisés fiscalement, ça sera reporté. Donc, évidemment, c'est plus intéressant de faire ça comme ça que de faire ça autrement. Et je vais même aller un tout petit peu plus loin. Dans cette hypothèse-là, si on fait un Pinel optimisé au déficit foncier, il est intelligent de décaisser 100% des travaux éligibles au déficit foncier one shot pour quelqu'un qui a du bénéfice foncier. Pourquoi ? Parce qu'il est préférable que mon montant de travaux soit travaillé à la TMI plus 17,2 plutôt que de gaspiller, entre guillemets, sur 3 ans, 10 700 € uniquement à la TMI. Je ne sais pas si vous c'est exactement ce à quoi je pensais. On est bien d'accord. Voilà, donc ça c'est voilà. Et vous verrez si on fait après, quand on fera le déficit foncier en petite réunion comme ça, si j'ai des simulations à faire, souvent, moi, je fais décaisser sur ma simulation 100% des travaux tout de suite dès la première année, sans le diviser en 3 ou en 4 parties. Pour cette raison-là, ça évite de gaspiller 10 700 à 30%. Je préfère que mon marché de travaux soit à 30% plus 17,2 et donc n'impacte que le bénéfice foncier. Et on gagne les 17,2 en faisant ça. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On optimise vraiment, on fait notre boulot. Quoi. On optimise. Bien d'accord. Okay. Après, il y a une chose importante aussi. J'entends souvent dire que finalement, ces fameux 10 700, chaque fois qu'il y a un report, hop, on peut faire 10 700. Ça, ce n'est pas vrai. Hein. Vous avez compris dans la mécanique, quand j'arrive à remonter sur le revenu global 10 700 €, c'est concomitamment à un paiement de travaux. Ce n'est pas un report.
D'accord ? Donc, quand on paye des travaux et que ces travaux dépassent le bénéfice foncier, eh bien, on peut utiliser à concurrence maximale 10 700 € sur le revenu global. D'accord ? Mais quand on a une poche de report qui se reporte, ce n'est pas une charge travaux, c'est un report. Donc là, il n'y a pas 10 700. D'accord. D'accord ? Ça, c'est important parce que je vois des simulations où c'est n'importe quoi et il y a 10 700 chaque année et ce n'est pas la vérité. D'accord. J'ai une dernière question. Au niveau de la gestion de l'ASL et au niveau de l'attestation, en fait, enfin, de l'aide à la déclaration qu'ils nous envoient, Oui. Est-ce qu'à un moment, justement, parce que chaque client est individuel, est-ce qu'à un moment, on peut ventiler, quand on verse les fonds à l'ASL, on peut dire, il y en a tant qui sont pour le… Exactement. Voilà, non, voilà. Ouais, exactement. Okay. Comme c'est le Bon. cabinet d'avocats fiscalistes qui gère l'ASL avec le président de l'ASL qui est un investisseur comme un autre, hein. Évidemment, lorsqu'on décaisse les fonds, nous, au mois de mai, le cabinet d'avocats fiscalistes nous pose la question, le monsieur, il a versé 50 000 €, alors on impacte quoi, combien sur la 2044 et combien sur le dispositif ? D'accord ? Et ça, Ouais, donc, d'accord. on le tient à jour dans nos dossiers. Quand il y a un doute, on vous appelle en disant vous voulez combien, etc., comment vous voyez les choses, et on fait la déclaration en tant que telle. Il y a un seul versement global, mais après, la répartition fiscale, c'est les cases que l'on coche. OK. D'accord ? Non, voilà, OK, donc on peut ventiler un peu à souhait. Ouais. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les systèmes ASL et VIR, pour la faire extrêmement courte, je ne sais pas quelle heure il est, ouais, 10h49, on est encore bon. Eh bien, le système d'ASL est le suivant. C'est-à-dire qu'on réunit sur un même immeuble l'ensemble des co-investisseurs au sein d'une ASL, une association syndicale libre. Cette ASL a des statuts, est déposée en préfecture, a une assemblée générale annuelle et a un président qui est lui-même un investisseur. L'objectif de faire cela, c'est qu'on puisse séparer juridiquement le foncier des travaux pour qu'on puisse à ce moment-là déduire sur la nature juridique des travaux, que ce soit réellement des travaux. Je m'explique. Quand on fait un contrat VIR, vente d'immeubles à rénover, c'est le pendant d'une VEFA. Donc la VIR, on paye ses travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Et dans les contrats VIR, donc les compromis VIR, vous avez sur le compromis la valeur du foncier et la valeur des travaux. Ça veut dire que les travaux qui figurent sur un compromis de vente et sur un acte de vente sont considérés juridiquement comme étant du foncier. Donc, ils ne sont pas déductibles. C'est pour ça que quand on fait une Pinel VIR, une Malraux VIR, on ne peut jamais l'optimiser au déficit foncier. Et vous ne trouverez également, pour la même raison, aucune opération de quelque opérateur que ce soit en déficit foncier qui soit en VIR. Ça n'existe pas pour cette raison-là. C'est parce que la VIR, dans la mesure où les travaux figurent sur le compromis de vente, ces travaux ont une nature juridique qui change, qui devient du foncier, et de foncier, par définition fiscale, n'est pas déductible. Ce ne sont que les travaux qui sont déductibles. Donc ça, c'est super important d'avoir cette nuance, d'autant plus important que vous avez une tripatouillée de notaires qui comprennent absolument rien à ce qu'ils font et qui osent, et ça m'arrive chaque année lorsqu'on fait du monument historique, dire à leurs clients, demander le contrat VIR, alors qu'ils sont en monument historique où on déduit les travaux. Et donc, quand je les ai au téléphone, voilà, je dis maître, je suis vraiment désolé, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, mais la difficulté, c'est que ça met l'araignée dans la tête du client, où il dit, mais mon notaire m'a dit que, ouais monsieur, mais votre notaire, il ne sait pas. S'il savait, il vous aurait proposé. Donc ça, c'est important de savoir la raison pour laquelle on fait une ASL ou on fait une VIR. Et c'est au choix de l'opérateur. C'est lui qui décide. Alors, en monument historique et en déficit foncier, il n'a pas le choix, c'est forcément de l'ASL. En revanche, en Pinel et en Malraux, il peut décider de faire de la Pinel optimisée au déficit foncier en ASL ou de la Pinel VIR non optimisable. Ou il peut décider de faire de la Malraux optimisée au déficit foncier en ASL ou de la Malraux VIR non optimisable. Ça, c'est lui qui décide. Donc, si je finis rapidement sur mon histoire d'ASL, donc on a regroupé les copropriétaires au sein de cette ASL. L'objectif, à part l'aspect fiscal, c'est qu'on puisse avoir une seule entité avec laquelle on va contractualiser le marché travaux. Puisqu'on va signer, nous, avec l'ASL, le marché travaux inhérent à l'immeuble à rénover. Et c'est dans ce marché travaux que l'on signe avec l'ASL où il est indiqué que le prix des travaux est ferme et définitif, quels que soient les aléas de chantier.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Cette ASL ouvre un compte bancaire. Donc, vous avez compris que l'ASL est totalement indépendante de nous. Nous ne la gérons pas. Ce sont les co-investisseurs avec le cabinet d'avocats fiscalistes qui les gèrent. Bien. Cette ASL ouvre un compte bancaire et le fait générateur de l'économie fiscale, c'est le décaissement des fonds travaux sur le compte de l'ASL. C'est ça qui fait foi. C'est pour ça que même si les travaux n'ont pas démarré en ASL, on peut défiscaliser, puisque le fisc considère qu'à partir du moment où le client a payé à l'ASL, c'est une comptabilité dite de caisse, eh bien, il peut défiscaliser, ce qui n'est pas le cas en VIR. En VIR, on paye les travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Donc, on ne peut pas régler le montant des travaux. En ASL, vous avez un besoin de 150 000 € de travaux, de 100% des travaux, mettons en déficit foncier parce que vos clients le nécessitent, eh bien, vous pouvez décaisser 150 000 € de travaux, même si les travaux n'ont pas démarré, et pouvoir défiscaliser l'exercice en cours, même si les travaux démarrent l'année suivante. Je reviendrai sur ces aspects d'ASL parce que ça me paraît être essentiel de bien comprendre les nuances entre l'ASL et la VIR. Mais prenez pour acquis qu'en ASL, c'est là où on peut optimiser au déficit foncier. En VIR, on ne peut pas le faire. OK? Et donc, vous avez compris que dans ces systèmes d'ASL, l'argent des travaux, il n'est jamais chez nous. Il est sur le compte de l'ASL dont fait partie le client. Donc, quand vous avez face à vous des clients qui ont des problèmes existentiels, d'angoisse, en disant moi, je veux bien décaisser 150 000 € de travaux, mais si on le décaisse soit sur l'entreprise, soit sur Angelis Group et que l'entreprise de travaux se casse la figure et qu'Angelis Group se casse la figure, il faut simplement répondre non, monsieur. Les travaux que vous allez verser ne sont ni sur les comptes d'Angelis Group, ni sur les comptes de l'entreprise qui va faire les travaux. Ils sont sur le compte de l'ASL dont vous faites partie, qui est totalement séparé juridiquement pour les raisons fiscales. Et ensuite, monsieur le client, comment est-ce que les entreprises Angelis et les entreprises de rénovation sont payées? Eh bien, l'ASL va décaisser cette fois-ci dans la partie opérationnelle les travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Donc, il y a un strate fiscal, le décaissement sur le compte de l'ASL pour permettre à vos clients de défiscaliser l'exercice en cours sans pour autant que les travaux aient démarré. Et ensuite, l'ASL, l'argent est gardé dans l'ASL, bien sûr, et nous, on n'est payé qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce qui sécurise les fonds. Bon, bref, je reviendrai là-dessus, mais c'est vraiment des arguments phares qu'il faut avoir en tête lorsqu'on commence à travailler le déficit foncier, etc. Et cette mécanique-là, à partir du moment où vous la maîtrisez, vous passez devant tout le monde, parce qu'il y en a peu qui savent expliquer précisément comment ça marche. Voilà, et au-delà de ça, je parle pour Franck parce qu'on fait pas mal de formations justement sur tout ce qui est déficit foncier, Malraux, monument historique. Il faut dire que les fonds sont déposés, certes, à l'ASL, mais de surcroît, l'ASL les dépose chez un ADB, un administrateur de biens, qui présente les garanties financières en cas de malversation. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, les fonds sont totalement protégés. Nous, on travaille beaucoup avec Tourny Gestion, que vous connaissez sans doute. Voilà, ils ont une garantie sur les fonds détenus de 80 millions d'euros. Bon, ça, voilà, ils ont de quoi faire. Donc, même si le dépositaire des comptes venait à péter les plombs et à partir avec la valise pour aller je ne sais pas où et se faire des vacances, les fonds sont garantis par un contrat d'assurance. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, vraiment, les fonds sont totalement sécurisés pour éviter ce qui s'est passé, bien entendu, par des opérateurs qui ne sont plus là depuis très longtemps, ou quand ça a démarré toutes ces opérations-là, notamment en Malraux et en déficit foncier de manière industrielle, on va dire, eh bien, les gens prenaient les sous de l'ASL, faisaient de la cavalerie en allant acheter du foncier d'un côté, et tant que la machine marchait, ça marchait bien, mais le jour où il y avait un stop, il n'y avait plus de sous nulle part. Donc ça n'existe plus, et très heureusement, c'est très réglementé, et les opérateurs sérieux, il y en a quelques-uns sur la place, fonctionnent de cette manière-là, et c'est tant mieux parce que ça sécurise tout le monde. OK pour ça? Juste une question, est-ce que l'ASL génère des coûts supplémentaires ou est-ce que ça génère du temps pour l'investisseur qui fait partie de l'ASL et qui doit assister aux assemblées, à ce genre de choses? Alors, des coûts supplémentaires, non. Par contre, évidemment, on va lui demander son vote à chaque assemblée générale. Donc, soit il peut le faire en présentiel, ce qui est rarement le cas, évidemment, ils ont autre chose à faire, puis ça ne les intéresse pas. Soit on demande une votation
soit par voie électronique, soit sur un document où il coche ce qu'il veut, etc. Mais en général, ces décisions qui sont prises, c'est pour agréer l'architecte, c'est pour agréer ceci, c'est pour agréer ça. Tout ça, c'est du formalisme, mais il faut le faire parce que l'ASL, ce n'est pas une ASL en carton, c'est une vraie ASL qui a un vrai rôle. Et en cas de contrôle, on peut justifier de toutes ces choses-là. Donc, évidemment, l'investisseur est sollicité. Alors, malheureusement, peu répondent. Ça, c'est comme ça. Et ce qui arrive de temps en temps, c'est que l'ASL qui a été convoquée, comme il n'y a pas le quorum qui est atteint, on est obligé d'en refaire une autre, nanana. Donc, tout ça complique un petit peu les choses. Mais après, c'est à nous de conserver la bonne relation avec le CGP et son client pour dire oui, vous n'avez pas le temps, très bien, mais votez. Si on n'arrive pas au quorum, on n'avance pas, quoi. On est tous ensemble sur la même barque. OK pour ça? OK. Alors, je vais continuer. Je vous ai fait 2 exemples. Alors, qu'on se mette bien d'accord, je ne suis pas là pour casser le Pinel neuf, puisque le Pinel neuf, on en a besoin. On a besoin de construire des logements en périphérie de ville et ça correspond pile poil à une certaine catégorie de personnes. Alors, je vous dis ça parce que dans des interventions précédentes, je me suis fait un petit peu retrousser les manches par des gens qui m'ont dit « Oui, mais vous avez dit que le Pinel neuf, c'était moins bien, etc. » Ce n'est pas mon propos. Mon propos est de dire qu'il existe 2 types d'opérations. À vous de décider si c'est l'un ou l'autre pour vos clients. Et donc ici, dans cet exemple-là, je vais comparer 2 choses. Je vais comparer pour un même montant d'investissement les avantages fiscaux liés au Pinel neuf et les avantages fiscaux liés au Pinel ancien. Et dans mon énoncé, on va dire, j'ai donc ici, je me suis positionné sur un Pinel à 9 ans, pour que les 2 parties soient équivalentes. Je considère que mon client a une TMI complète, tout sera traité à 30%, et mon client a 5 000 € de bénéfices fonciers. Ça, c'est mon postulat de départ. Et monsieur le client, donc vous allez faire un investissement en Pinel de 250 000 €. On va voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Est-ce que c'est du neuf ou est-ce que c'est de l'ancien? Bien. Si je prends mon côté du Pinel neuf pour 250 000 €, eh bien, j'ai évidemment 250 000 € éligibles au Pinel, ce qui fait que 250 000 €, si je loue 9 ans à 18%, j'arrive à un avantage fiscal de 45 000 €. Je n'aurais pas supprimé ou agi sur le bénéfice foncier existant. Je vous rappelle qu'il a 5 000 € de bénéfice foncier. Je n'aurais pas agi sur le revenu global. Bref, j'aurais un gain fiscal qui est déjà pas mal, 45 000 €, c'est pas rien, sur 9 ans, au titre de l'investissement. Maintenant, si je fais le même investissement au même montant, 250 000 €, mais cette fois-ci dans du Pinel ancien optimisé au déficit foncier, donc en ASL, et que dans la décomposition de mon acquisition, j'ai 100 000 € de foncier, ça c'est une partie de mon enveloppe Pinel, j'ai 100 000 € de travaux, pareil dans mon enveloppe Pinel, donc j'ai une enveloppe Pinel à 200 000, et j'ai 50 000 € de travaux qui sont éligibles, eux, au déficit foncier. Bien. Comment ça fonctionne? Eh bien, sur mon enveloppe 100 plus 100, à savoir 200 000 € en Pinel, j'aurai 200 000 € fois 18%. Logique, puisque je loue 9 ans comme en face. Donc, à ce stade-là, je n'aurai que 36 000 € d'avantage fiscal versus 45 sur le neuf. Donc, à ce stade-là, je suis moins bon. Mais, comme j'ai 50 000 € de travaux et que je décide de décaisser en une seule fois mes 50 000 € de travaux, pour pouvoir éponger les 5 000 € de bénéfices fonciers et bénéficier du report, j'aurai plusieurs effets de levier. J'aurai un premier effet de levier sur mon bénéfice foncier de 5 000 €. J'aurais donc écrasé mes 5 000 € au titre de la charge des 50 000 € de travaux que j'ai payés. Et donc, comme j'étais fiscalisé à 30% sur ces 5 000 € plus 17,2 de prélèvements sociaux sur ces 5 000 €, vous êtes d'accord que j'économise 30 plus 17,2, 47,2 d'une valeur de 5 000 € qui correspond à mon bénéfice foncier. Donc, j'ai un premier avantage fiscal là sur l'exercice de 2 360 €. Bien. Ensuite, comme j'ai décaissé 50 000 que j'ai utilisé 5 000 fiscalement, il me reste 45 000 € de poche de déficit. Eh bien, de ces 45 000 € et de manière automatique, j'ai mes fameux 10 700 qui remontent sur le revenu global. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça que c'est disposé. Eh bien, comme je suis à une TMI à 30, j'ai effectivement un avantage fiscal 10 700 fois 30 à hauteur de 3 210 €. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? J'ai donc décaissé 50 000 €. J'ai utilisé 5 000 pour écraser mon bénéfice foncier. J'ai utilisé 10 700 € automatiquement qui a écrasé mon revenu global. Il me reste donc une poche de déficit qui sera reportée pendant 10 ans à hauteur de 34 300 €.
Et pour en connaître l'avantage fiscal de cette poche en déficit foncier, je considère que chaque année, j'ai 5 000 € de bénéfices fonciers. Dans ce cas-là, il suffit simplement de dire que ma poche de déficit foncier sera traitée sur sa globalité, suivant le nombre d'années, à 30% plus 17,2, à savoir à 47,2. Donc, 34 300 € fois 47,2, ça fait un avantage fiscal sur les années suivantes à hauteur de 16 190. Si je cumule mes différents postes d'avantages fiscaux, 36 plus 2300 plus 3002 plus 16 000, j'arrive à un avantage fiscal cumulé de 57 760 versus 45 000 de l'autre côté. Okay, donc ça fait grosso modo un peu plus de 28% d'avantages fiscal supplémentaires avec un emplacement qui doit être sur le Pinel 9. Est-ce que ça va pour tout le monde ou vous voulez que je recommence? À moins que si j'ai une cliente, peut-être que je vais… Oui, alors ça va. Attention, tu n'as pas coupé ton micro, Eric. Eric, attention, ton micro n'est pas coupé. Oui, je sais, oui. Alors, super. Moi, j'ai juste une question. Donc, j'ai bien compris que ça vient gommer les 5 000 € de revenus fonciers. À quel moment on intègre les revenus fonciers existants de l'opération Pinel? Dans mon exemple, on ne l'a pas intégré. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Dans les simulations, c'est intégré, bien sûr. Mais là, c'est vraiment pour comprendre juste, parce que de l'autre côté non plus. Hein. Ouais. Dans mon comparatif ici, je n'ai pas aussi inclus la fiscalité des loyers. Okay. Donc, les deux s'annulent, on va dire. D'accord. Hein. Donc, c'est vraiment voilà, pour savoir un petit peu comment présenter les choses. Et ça peut se faire à la mano sur une feuille de papier en disant, voilà, vous avez du neuf, vous avez de l'ancien. Si on a ce type de répartition, vous voyez l'avantage de l'un par rapport à l'autre. Et après, vous avez donné les armes aux clients pour qu'après, ils puissent vous dire, bah oui, c'est plutôt ça ou plutôt ça. OK pour ça? Après, je vais passer sur un autre slide qui a été fait sur une opération un peu plus importante. Autrement dit, sur une acquisition à 350 000 €. Alors, je l'ai fait exprès pour vous montrer un petit peu la puissance du Pinel ancien, puisque, bien entendu, vous l'avez compris, une acquisition à 350 000 dans le neuf, mon avantage fiscal sera sur la poche de 300 000 et pas de 350. Donc, forcément, je serai moins efficace que la partie ancienne. Bref, j'ai toujours le même client, je considère qu'il sort à 9 ans, j'ai une TMI à 30, j'ai toujours mes 5 000 € de bénéfices fonciers. Je fais mon avantage fiscal sur le neuf, donc sur les 350, je suis limité à 300, c'est comme ça. 300 fois 18, ça fait 54 000 € d'avantage fiscal qu'on retrouve ici. Sur ma partie Pinel ancien optimisé au déficit foncier, la répartition est un petit peu différente. J'ai considéré, dans mon exemple, que j'avais 200 000 € de foncier, j'avais 100 000 € de travaux, ces deux poches, 200 et 100, constituent l'enveloppe Pinel et que j'ai toujours 50 000 € de travaux éligibles au déficit foncier. L'effet Pinel, vous l'avez compris, c'est sur l'enveloppe Pinel et comme on est au plafond, on ne peut pas aller au-delà, c'est bien mes 18%, donc je suis identique à le Pinel neuf. Par contre, évidemment, je vais reprendre les avantages liés au fait que j'ai 50 000 € de travaux que je décaisse en une seule fois. Donc, dans ce cas-là, j'écrase le bénéfice foncier existant qui a été taxé, lui, à 30 plus 17,2 de prélèvements sociaux, soit 47,2, ce qui me constitue un avantage fiscal 5 000 fois 47,2 de 2 360 € sur l'exercice. De ces 50 000 € que j'ai décaissés, j'ai donc utilisé 5 000, il va me rester donc 45 000. De ces 45 000, j'ai 10 700 € automatiquement qui viennent déduire le revenu global. Donc, comme mon revenu global, j'ai considéré qu'il y avait une TMI à 30, j'ai 10 700 fois 30, à savoir 3 210, bon, très bien. Et ensuite, le solde, donc toujours pareil, j'ai décaissé 50 000, j'ai utilisé fiscalement 5 000 € pour écraser mon bénéfice foncier, j'ai utilisé 10 700 qui va impacter mon revenu global, il me reste donc 34 300 €. Ces 34 300 € sont reportables pendant 10 ans, vont venir impacter au fur et à mesure les 5 000 € de bénéfice foncier. Donc, pour en calculer l'effet de levier fiscal, comme je sais que mon bénéfice foncier est taxé à la tranche TMI de 30 plus 17,2, j'ai donc simplement à faire 34 300 fois 47,2, ce qui fait 16 190. Quand je cumule l'intégralité des avantages fiscaux, j'ai un gain fiscal qui est à 75 000 € versus 54 000 de l'autre côté. Donc, j'ai une optimisation à plus de 40% de gain fiscal. Donc, voilà, ça va vous permettre vraiment de bien comprendre la mécanique des deux, l'avantage du Pinel ancien versus le Pinel neuf. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'ai une question, Yuri. Oui. Voilà,
J'avais compris que mécaniquement et automatiquement, chaque année, il y avait les 2007 qui étaient déduits du revenu global. Alors, ça l'est à partir du moment où on paye des travaux et que ces travaux dépassent le bénéfice foncier existant. Ça ne l'est pas dans le report. Hein, puisque dans la mécanique, c'est je paye des travaux, ces travaux dépassent mon bénéfice foncier, il me reste donc une poche, et de cette poche, dans la mesure où les travaux ont été payés, le fisc automatiquement prend un plafond de 10 007. Ensuite, il me reste une autre poche, et dans la déduction des 10 ans, ce n'est plus un travail qu'on a, enfin, c'est plus des travaux qu'on a payés, c'est du report. Donc, on n'a pas les 10 007. OK. OK. D'autres questions peut-être? Ouais. Bon, ça va mériter de. J'ai pas très bien encore compris cette notion. J'ai juste une question, Yuri. Oui. Est-ce que c'est avantageux pour quelqu'un qui n'a pas de bénéfice foncier? Bien sûr. Quelqu'un qui n'a pas de bénéfice foncier, supposons qu'ici on soit à 0. Oui. En bénéfice foncier. Donc, dans ce cas-là, je ne le ferai pas comme ça, je ne décaisserai pas les 50 000 en une seule fois. Oui. Je décaisserai 10 007 la première année, 10 007 la seconde, et les 30 ou 28 000 et quelques qui restent la troisième année à la livraison. Ce qui permettra sur 3 ans au client de remonter 10 700 € sur le revenu global et d'avoir sur les 3 ans de fabrication 10 007 fois sa tranche, 3 210 € d'avantage fiscal. D'accord. Et pendant ce temps-là, les intérêts d'emprunt, tout ça, sont mis en report qui seront défiscalisés plus tard. Bien sûr, ça fait partie. Tout à fait. Voilà. Bon. Tout à fait. Je vais avoir besoin d'un tableau, moi, pour bien structurer ça, mais je comprends le principe. Mais voilà, là, en fait, dans mon exemple, comme il a 5 000 € de bénéfices fonciers, j'ai décaissé en une seule fois. Pourquoi? Parce que je préfère que mes travaux soient traités à 30 plus 17,2 en totalité, moins 10 007, plutôt que de chaque fois lui faire remonter 10 007, qui ne sera traité qu'à 30%. Mais dans le cas où mon client n'a pas de bénéfice foncier, le seul effet de levier que j'ai, c'est 10 007. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas intérêt à décaisser 50 000 € one shot, puisque dans ce cas-là, j'aurais une seule fois 10 007 qui remonterait sur le revenu global. J'ai plutôt l'intérêt à le scinder en 3 parties, 10 007 la première année, 10 007 la seconde, ce qui fait 21 400 moins 50 000, il doit rester 30 000 et quelques, et 30 000 et quelques la troisième année. Et dans ce cas-là, sur 3 exercices, j'aurai l'impact des 10 700 € fois ma tranche, et la poche qui reste, elle sera reportable et va venir défiscaliser les futurs revenus fonciers de son opération Pinel. Ok. Ça va? Okay. Après, il faut le travailler un petit peu, mais le principe, il est là. Je vous enverrai après, donc je disais en tout début d'intervention que j'enregistre là l'intervention et je vous enverrai donc le lien YouTube et je vous ferai également passer les slides que vous avez là, de la manière que vous ayez un support et vous pouvez après très bien me passer un petit coup de fil s'il y a des précisions à faire pour qu'on puisse travailler ensemble, que ça soit bien fait. Je passe à la suite. Alors là, on va parler d'un exemple sur un Pinel ici qui est à 200 000 €. Dans ces 200 000 €, j'ai 170 000 € d'enveloppe Pinel et j'ai 30 000 € optimisés au déficit foncier. Je considère que le gars, il garde son Pinel pendant 9 ans, donc il a 18% d'avantage fiscal. Il a une TMI pleine à 30%. Je finance les 200 000 € sur 20 ans avec un taux avec assurance à 1,40. On ne doit pas être trop loin. Je suis en zone A, j'ai 31 mètres carrés, j'ai 474 € de loyer. Alors, attendez, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Excusez-moi. Voilà. J'ai ici donc les années et ici les différents postes qui m'intéressent. Je considère que l'achat est fait en fin d'année. Donc, j'ai pas de montant à mettre en termes de prêt et je considère que je lui fais un différé de 24 mois, un différé total, lui permettant d'avoir des remboursements bancaires face à des loyers qu'il percevra. Donc, dans mon hypothèse de fabrication, je livre fin 2023 et je mets en location tout début 2024. Et donc là, en 2024, je considère que j'ai une mensualité complète liée aux 200 000 € complets de la Pinel, financée sur 20 ans à un taux de 1,40. Ça fait 11 472 € annuels de remboursement qui sont une constante dans le temps. Donc ça, c'est ma charge sur mon tableau de trésorerie. Ensuite, le gain fiscal. Alors ça, c'est intéressant. J'ai donc ici, j'ai considéré que j'allais verser mes travaux sur plusieurs périodes. J'ai considéré que j'allais verser 10 007 la première année, 10 007 la seconde année et le sol la troisième année. D'accord ?
Donc, si je verse sur ma 2044 et que je déclare 10 700 € et que mon client n'a pas de bénéfice foncier, automatiquement, ces 10 700 €, ils seront pleins puisqu'ils n'ont pas impacté un bénéfice foncier existant et donc ils vont remonter complètement sur le revenu global. Comme mon client a une TMI à 30%, 10 007 fois 30, ça fait 3 210. Bon, très bien. L'année numéro 2, il me reste donc sur les 30 000 moins 10 007, il me reste 20 000 et quelques euros de travaux et je redécaisse 10 700 €. Donc, même principe, mon client n'a pas de bénéfice foncier. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Puisque j'ai créé une charge de travaux que j'ai payée, ces 10 700 € viennent impacter le revenu global. Donc, à ce stade-là, en 2022, j'ai décaissé 21 400 sur les 30 000. Vous êtes d'accord? Donc, il me reste 8 600 € à décaisser. Ce que je fais en 2023, je décaisse donc sur les travaux en charge sur la 2044 8 600 € et donc ces 8 600 € ne rencontrent pas de bénéfice foncier, donc vont être remontés en totalité sur le revenu global. Il n'y a pas 10 700, il n'y a que 8 600, mais ça ne me gêne pas. Et si on fait 8 600 € fois 30%, ça me fait un avantage fiscal de 2 580 €. Très bien. Donc, ça veut dire que la promesse que j'ai faite à mon investisseur, j'ai bien eu un gain fiscal dès son acquisition et pendant toute la fabrication du produit. Et à partir du moment où je vais livrer et louer mon bien, donc la DAT de l'immeuble, sur les 170 000 € de Pinel, j'ai bien mes 2% pour une valeur de 3 400 € que je vais poursuivre tout au long de mon process. Okay, ça, c'est la partie gain fiscal. Ensuite, sur le poste des rentrées, également, il y a les loyers. Donc, on n'a pas de loyer pendant la fabrication. Bon, c'est logique. Et j'ai considéré là que j'ai un loyer plein, donc 12 fois 474 €, ce qui fait 5 600 € que j'ai fait ici progresser sans l'indexer, sans rien, puisqu'on est vraiment dans l'exemple. Ensuite, si j'ai des loyers, j'ai des charges, logique. Donc, je considère que je n'ai pas de charge sur l'exercice des travaux et qu'à partir du moment où je loue mon bien, alors moi, dans mon exemple, là, j'ai mis 12% du montant des loyers en termes de charges. J'ai rajouté 1 mois de loyer permettant de couvrir la taxe foncière. Et voilà comment je calcule mon poste charge que le client aura à payer. Ce qui fait qu'après, c'est très simple. Il suffit année par année de faire mes postes de trésorerie, de voir l'épargne mensuelle. Premier exercice, j'ai un gain fiscal de 3 210 €. Donc, évidemment, j'ai de la trésorerie sur le compte bancaire de 3 210 €. Mon épargne, elle est nulle. Je n'ai rien payé, j'ai juste eu un gain fiscal. La seconde année, c'est le même principe. J'ai toujours 3 210 €. Donc, sur l'exercice en cours, j'ai une trésorerie de 3 210 et en arrière-plan, plus 3 210. Donc, j'ai 6 420 € de trésorerie sur le compte bancaire. Donc, j'ai toujours une épargne qui est nulle. Même chose sur l'exercice 2023. Je n'ai pas de charge en phase. J'ai 2 580. Mon épargne est nulle et se cumule ici 3 210 plus 3 210 plus 2 580 sur mon compte bancaire. Ensuite, à partir du moment où j'ai mon prêt qui rentre en action et j'ai mon loyer qui rentre en action, on voit que sur l'exercice, si je fais ça, enfin le cumul de ces postes-là, j'arrive à un défaut de trésorerie sur l'exercice de 3 540 €. Mais comme j'ai cumulé les exercices précédents, 6 000, 6 et 2, 8, presque 9 000 € sur mon compte, vous êtes d'accord que mon épargne résiduelle, elle est nulle. Donc, je vais consommer au fur et à mesure de ma trésorerie l'avance que j'avais prise sur les 3 premiers exercices. Ce qui fait que mon opération s'autofinance sur toutes ces années-là. Et à partir de cette année-là, j'ai plus suffisamment de trésorerie pour couvrir mes charges. Donc, ça nécessite une épargne de 135. Ça, c'est la partie au milieu où on finalise, on solde la trésorerie de l'exercice. Et ensuite, j'ai plus de trésorerie. Donc, j'ai un différentiel de 295 €. Ce qui fait qu'au final de tout cela, si je fais l'épargne moyenne sur 12 ans, alors pourquoi j'ai mis 12 ans? C'est parce qu'il y a 3 ans de fabrication et 9 ans de location, donc ça fait bien 12, on est d'accord? Eh bien, si je fais le cumul de tous ces postes-là que je divise par 12 ans, j'ai un différentiel de 159 € par mois. Voilà. Et si j'avais fait une Pinel classique sans optimisation de déficit foncier, je serais à 221 €. Et en fait, cette différence de ces 2 postes, c'est le gain fiscal qu'on a ici. Voilà, tout simplement. Yorick, juste une question. Alors, on s'aperçoit que les relations avec les banques dépendent en fonction des dossiers. Est-ce que vous pensez qu'on peut financer à 100% ou il n'y a pas un besoin quand même d'apport à la base qui ferait que l'épargne mensuelle ne serait pas à 0 pendant les 3 premières années?
financer les frais de notaire, financer les frais d'ingénierie? Ah, on peut, parce que là, bien sûr, on peut le faire. Après, tout dépend du poste, enfin de la puissance de votre client. Il y a des banques qui financent à 100, voire 110. Il y en a d'autres qui veulent absolument pas, qui veulent au moins votre client apporte les frais de notaire. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Et pour l'expérience que j'en ai moi, les banques ont plus de mal à comprendre comment fonctionne un système ASL, ce qu'on est en train d'évoquer là, avec cette optimisation, plutôt qu'un Pinelvir. La Pinelvir, ça rentre dans les cases, c'est comme une VFA, donc ça, ils savent faire. La Pinel ASL, alors là, déjà, c'est un petit peu la brasse coulée. Donc, quand on propose évidemment ce type de montage à des clients, il faut bien leur expliquer qu'il faut qu'on puisse les accompagner à la banque. Premièrement, pour éviter que la banque casse le produit en disant « moi, j'ai un produit, venez chez moi », ça c'est le truc habituel, mais surtout que la conseillère en face mette ses deux neurones côte à côte et qu'elle puisse comprendre ce qu'elle fait. Parce que si elle ne comprend pas ce qui se passe, et c'est tout le temps la même chose, elle met le dossier sous la pile parce qu'il croule sous les dossiers et votre dossier, il n'avance pas. Et quand il n'avance pas, le client s'essouffle et s'il s'essouffle, après, il annule. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc, le fait de lui dire, voilà, le système n'est pas forcément connu des banques et pas bien maîtrisé par les banques, je vous propose de venir avec vous pour l'instruction du dossier bancaire, ou j'ai un courtier qui connaît bien la musique. Voilà, et vous, de toute façon, chez Cheval Blanc, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, évidemment. OK ? Je passe à la suite parce que l'heure tourne. Alors, je vais vous présenter un petit peu les différentes opérations en Pinel. Comme ça, vous verrez les villes sur lesquelles on est positionné. Vous verrez un petit peu les immeubles. Et donc, dans ces opérations-là, on travaille toujours sur de petites et moyennes copropriétés. On n'est pas sur des bateaux qui font 40, 50, 60 lots. On ne sait pas faire, c'est trop gros. Ça ne se livre pas assez vite, ça ne se vend pas assez vite. Ce n'est pas ce qui nous convient. Nous, on préfère des petites copros. On sait que c'est vite vendu, c'est vite rénové parce que la rénovation, c'est que sur 12 lots, elle est moins importante que sur 40 ou 50 lots. Et puis, on sait que le client est satisfait par rapport à sa livraison. Donc, je vous montre quelques photos de livraison. Alors, c'est pêle-mêle, hein, ce n'est pas forcément que du Pinel que je vais vous montrer là, il y a un petit peu de tout. Mais tout ça pour vous dire qu'on prend grand soin des parties privatives et des parties communes, parce que, par exemple, ici, ça, c'est des parties communes. Hein. Donc, on met voilà, un peu d'éclairage sympa. On a d'ailleurs au sein de l'entreprise une architecte d'intérieur qui décide des couleurs, tout un tas de choses. Vous avez tout est équipé, douche à l'italienne, cuisine équipée. Voyez-vous, donc c'est WC suspendu. Voyez, dans les cuisines qui sont équipées, on a le four, la plaque vitrocéramique, la hotte. On ne fournit pas le frigo, parce que ça c'est le locataire qui l'apporte, mais on a des choses plutôt qualitatives dans les livraisons et qui peuvent plaire aux clients. D'ailleurs, j'ai un book avant-après, si ça vous intéresse, que je pourrais vous fournir. Ça, c'est une autre opération qui doit être sur Bordeaux, je pense, je ne sais plus exactement. Voilà une autre opération aussi qui a été livrée il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Donc, je trouve que voilà, le bien qui est livré, déjà l'immeuble, il a du jus, à l'intérieur, c'est très sympa. Et comprenez, quand un locataire voit ce type de logement à un prix de marché par rapport à là où il habite, on n'a aucune difficulté à aspirer le marché locatif local parce qu'évidemment, le locataire, lui, il voit qu'on est aux normes, phoniques, thermiques, que c'est beau, et peut-être qu'il est en train de se battre avec son propre propriétaire parce qu'il ne veut pas lui faire 2 bouts de travaux. Donc, on n'a aucune difficulté à louer. Encore d'autres opérations. Et après, ça, c'est une dernière aussi. On avait un mélange un peu différent, acier, bois, pierre. Avec dans les parties communes ici, on a fait mettre des tableaux pour que ça soit sympa. Voilà un petit peu voilà le rendu que l'on peut donner aux différents clients. Et alors, géographiquement, voilà un petit peu où on a des Pinel rénovés. Donc, Chelles fait partie du Grand Paris, c'est pour ça qu'on s'est positionné sur Chelles. Alors, il reste malheureusement plus grand-chose, mais bon, il y a peut-être moyen de récupérer quelques lots. Les gens sont précipités sur Chelles à partir du moment où ils ont compris que la ligne 16 du métro qui contourne Paris par l'ouest, reliant Chelles à la Défense, passait donc par Chelles, évidemment, et donc allait donner de la valeur à leurs biens. Les gens sont un petit peu précipités sur Chelles. Ensuite, j'ai de très beaux avoirs à Nancy, Besançon, Bordeaux. Vous voyez, on peut trouver du Pinel rénové à Bordeaux. Toulouse, Perpignan, bien sûr, Nîmes, Avignon, Marseille. Là, sur l'opération de Marseille qu'on va voir, je suis à 550 mètres du Vieux-Port. Aix-en-Provence, bon, je suis aussi dans le quartier des facultés, donc peut-être intéressant pour la partie. Tiens, on commence par Aix. Donc voilà un Pinel réhabilité sur Aix. On
livre ce Pinel mi-2022. Alors là, il y a un peu moins de l'eau disponible parce que c'est pas mal parti, mais le fait qu'elle soit proche des facultés peut permettre au client d'anticiper le fait qu'il passe en meublé à partir du moment où il a respecté les obligations locatives du dispositif Pinel. Mais au moins, voilà, il y a un potentiel et on est vraiment à 50 mètres. C'est un quartier qui est résidentiel. Il n'y a que des maisons, il n'y a pas d'immeubles, de barres d'immeubles, de choses comme ça. Et on est à 50 mètres de la faculté. Donc ça, c'est une première possibilité sur Aix. Les gens aiment beaucoup Aix, mais c'est vrai que ça a du sens. On n'est pas loin de Marseille. Avignon, je ne suis même plus sûr qu'il en reste, mais je pense qu'il va rester un ou deux lots. Là, on est dans le centre d'Avignon, en Pinel. Voyez-vous, là, c'est de la Pinel Vire, hein, c'est indiqué ici. Donc là, il n'y a pas d'optimisation au déficit foncier. Alors, pourquoi l'opérateur choisit Vire ou ASL? Ben, c'est en fonction de la manière, malheureusement, dont les banques financent. Et on s'aperçoit vite que la Pinel Vire, même si c'est moins avantageux, à mon sens, fiscalement, est plus facilement finançable par une banque. Donc, en fonction des besoins des uns et des autres, soit on fait de la Vire, soit on fait de l'ASL. Une opération bordelaise qui peut avoir du sens. Là, on est vraiment, pour ceux qui connaissent Bordeaux, on est à 50 mètres de la place de la Victoire. La place de la Victoire, c'est la place qui est en haut de Bordeaux, qui relie, quand on descend, on a la gare Matavio qui n'est pas loin, et à la place de la Victoire, vous avez l'entrée de la rue Sainte-Catherine, qui est la super rue commerçante. Là, on est sur un avoir où il y a 4 lots. On est en Pinel optimisé au déficit foncier. Alors, les montants sont à 400 et quelques mille euros, mais quelqu'un qui veut vraiment le placement premium dans une ville qui parle, ça peut avoir du sens de lui proposer ce genre de bien. Ensuite, ça revient au mètre carré, pardon Yuri, ça revient bien au prix au mètre carré aux Victoires. Sur la place Victoire, on doit être avant avantage fiscal, on doit être à 7 000 euros du mètre. D'accord. À peu près. D'accord. Entre 6 500 et 7 000. Et il est également au déficit foncier, cet immeuble. Soit en Pinel rénové, optimisé au déficit foncier, soit au déficit foncier pur. OK ? Ensuite, là, j'ai simplement fait apparaître le de Normandie que l'on avait là sur Besançon, mais on est presque à la fin de la commercialisation. Et vous voyez, là, par exemple, c'est typiquement un ancien cloître qui a été réhabilité et on peut le passer, parce qu'il n'y avait plus les critères de décence depuis très bien longtemps, on peut le passer en de Normandie. Ensuite, ma fameuse opération sur Shell, que vous irez peut-être voir, c'est des petits volants de montant, on est sur 200 000, 180 à 200 000 euros. Et le gros avantage que j'y vois, c'est vraiment cette perspective de plus-value à terme par rapport au fait que le Grand Paris passe par Shell. Mon opération marseillaise, que j'aime beaucoup aussi, on est à 550 mètres du Vieux-Port. On est dans le quartier dit de l'Opéra, qui était un quartier, il y a une quinzaine d'années, qui était un quartier un peu malfamé, il faut le reconnaître, mais il y a pas mal de réhabilitations qui ont été faites. Et pour preuve que le quartier change, vous avez des enseignes de luxe qui sont en train de s'installer dans les pieds d'immeubles. Et donc, quand on a des enseignes de luxe qui s'installent, la population évidemment change, puisque la population initiale ne peut plus consommer les produits dits de luxe, que ce soit alimentaire ou vestimentaire, peu importe. Et donc, je trouve que c'est une très, très bonne opportunité en Pinel rénové d'investir en plein cœur de Marseille, hein, parce que là, franchement, on ne peut pas être mieux placé sur Marseille, sur cette opération rue Grignon. Une opération que j'aime beaucoup aussi, qui est sur la ville de Nancy. Alors, sur Nancy, vous avez beaucoup de très beaux immeubles. Pardon, Yuri, on est sur quelle tranche de prix sur Marseille? Je suis désolé de vous interrompre. Sur Marseille, les premiers prix, alors les tout petits sont tous partis, mais on doit être sur du 300 000. D'accord. Et ratio au mètre carré? Ratio sur Marseille, on doit être à 60%. Ah, le ratio, le prix? Oui. Mon Dieu, alors comme ça, ce que je vous propose, c'est que je vous enverrai l'état des stocks global à la fin. Oui, oui, bon, vous embêtez pas. Parce que j'ai malheureusement pas tous les ratios en tête. Bien sûr. Ça sera peut-être plus simple. Cette opération nancéenne, on est sur un immeuble avec parquet en pointe de Hongrie, hauteur sous plafond, cheminée. Vraiment, c'est un immeuble très qualitatif. On est à 1 km, 1 km 2 de la place Stanislas. En face de l'immeuble, il y a un arrêt de bus. Et au bout de la rue, qui est la rue Jeanne d'Arc, vous avez le tram. Donc, vraiment bien placé et un bon avoir. Et en plus, Nancy, c'est une ville étudiantine de l'Est, donc ça peut avoir du sens.
On a sorti il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, cette opération à Nîmes, 63 rue Notre-Dame. Et cette fois-ci, elle est à Tampinel Vire. Donc après, je vous enverrai le stock, vous verrez un petit peu comment les constituer. Mais ça peut avoir du sens. Et voyez-vous, on est toujours sur des petites opérations. Là, il y a 8 lots, type T2. On est à proximité des arènes de Nîmes. Nîmes, ville romaine, hein, superbe ville avec plein de vestiges. Je crois même qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville qui bouge pas mal. Toulouse, on est sur du Pinel optimisé au déficit foncier aussi dans le quartier Saint-Cyprien, qui est un quartier bobo dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des sous mais qui aiment bien faire bohème, hein, bobo-bohème. Mais voilà, ça a du sens. Avec une petite placette qui est au bout. Il y a un lot qui est notamment celui qui est ici avec des cheminées, des choses vraiment très intéressantes qui sont à commercialiser donc sur cette ville de Toulouse. Et voyez-vous, j'ai une deuxième opération toulousaine. On est là dans le quartier de la Roseraie. L'entrée du métro Roseraie est à 650 mètres. Typiquement, c'est une maison qu'on a rachetée. Comme elle était vraiment obsolète, on l'a découpée en lots de copro et on fait de la Pinel optimisée au déficit foncier à l'intérieur. Alors, sur Perpignan, je pense que le lot il est vendu. Il restait un lot, mais ça a été vendu. C'est un lot qui est livré en fin de cette année. Donc, les gens ont fini par l'acquérir. Donc, c'est très bien. Et voilà, j'en ai fini de ma présentation. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, 1h30, ça va. Je n'ai pas trop dépassé le temps qui m'était imparti. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut avoir accès à l'enregistrement, Yuri, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Je vais vous envoyer ça dès que je l'aurai mis sur YouTube et je vous enverrai également le PowerPoint de ce qu'on a dit avec le stock. Par contre, je l'envoie à qui? Je l'envoie parce que je n'ai pas forcément les mails de tout le monde. Normalement. Quel contact tu as, Yuri? Yuri, tu peux me l'envoyer et puis je rebascule. Tu m'envoies et on envoie au collaborateur. Oui, on fait comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, merci beaucoup. Non, bah écoutez, merci à vous. Très clair, Yuri, merci. Très, très clair. Et on se dit à vendredi prochain. Avec plaisir. Voilà. Oui, avec plaisir. Vendredi prochain, la première partie elle est un petit peu redondante puisque c'est la même, hein, la présentation du groupe. Donc souvent, si vous êtes là, le même public, connectez-vous un tout petit peu après si vous ne voulez pas réentendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et pour ceux qui viendraient, qui n'ont pas encore assisté, à ce moment-là, je les invite à se connecter à l'heure dite. Comme ça, on va pouvoir échanger encore vendredi prochain. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me joindre. Merci, Yuri. Merci à vous, bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais.